Je vous présente donc un des dirigeants de la société Le Tanner, société que vous connaissez tous puisque c'est une société qui a été créée quand ? En 1898, donc ça fait un peu plus de 115 ans. Oui, tu la tiens depuis le début ou non ? Non, j'espère faire 115 ans de plus, mais je crois que ça va être compliqué. Pour vous présenter très rapidement ma société, j'ai l'honneur de travailler avec Le Tanner depuis plusieurs années sur toute la problématique e-commerce, à la fois la gestion du site, mais aussi la logistique, l'e-marketing et les autres métiers, y compris le cross-canal. C'est la même chose avec Frédéric et avec NafNaf, et on travaille au total avec une vingtaine de marques. Et donc, on a l'habitude de travailler sur toutes ces problématiques, d'où cet échange assez naturel qu'on va avoir face à vous, qui fondamentalement est les discussions qu'on peut avoir au quotidien pour se dire comment est-ce qu'on va réussir l'e-commerce de l'avenir, qui en fin de compte est plutôt évidemment le commerce de l'avenir, qui est une problématique sur laquelle je crois qu'on sait tous qu'on est au début et qu'on ne sait fondamentalement pas ce qu'elle va être exactement dans 10 ans. On est en train de tous de se remuer les méninges pour deviner l'avenir. Alors il y a un point qui est évident, et on l'a vu chez Le Tanner, on le voit sur toutes les autres marques, y compris NafNaf, c'est que maintenant, quand on arrive en boutique, les clients savent déjà ce qu'ils veulent. T'estimes à quelle proportion à peu près chez Le Tanner de personnes qui, en fin de compte, se sont déjà renseignées avant sur Internet ? On va dire un bon 60-70%. Donc on sait que nos clients sont de mieux en mieux renseignés. Alors après, sur un point de vue technique produit, ils connaissent les prix, ils connaissent les fonctions, ils connaissent les matières. Donc il va falloir apporter autre chose par rapport à il y a quelques années où moi j'ai pu connaître le commerce en magasin, parce que j'ai travaillé en boutique, enfin plutôt en grand magasin. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout la même attitude et le même comportement client que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est vrai que on est obligé de s'adapter, ça a changé relativement vite là, dans ces 5-10 dernières années et ça s'accélère de plus en plus, donc on est obligé de réagir aussi rapidement pour faire face à cette nouvelle donne, j'ai envie de dire. Et donc quand tes clients arrivent en boutique, fondamentalement ils en savent presque plus que tes vendeurs ? Alors pas plus, on va dire que les clients sont plus affûtés qu'avant, connaissent mieux les produits, ils ne dépassent pas la connaissance technique des vendeurs, mais ils rattrapent cette connaissance-là. Donc finalement, ils sont quasiment sur un même pied d'égalité sur ce qu'on peut appeler la technicité du produit. Après, ce qui va faire la différence, et c'est ce vers quoi nous on s'oriente, c'est d'arriver à créer une envie chez le consommateur, soit de déclencher l'achat, de transformer, soit de s'orienter vers un autre produit que celui qu'il avait pu voir au départ. Mais c'est centrer la relation client, centrer la vente sur la relation client, et non plus sur une recherche de besoins classiques, comme on a pu connaître par le passé avec des questions en entonnoir, pour trouver vraiment un besoin particulier. Sachant qu'en plus aujourd'hui, j'ai envie de dire que le client n'a plus vraiment de besoin, surtout nous dans l'accessoire. Par définition, l'accessoire, c'est l'opposé de l'essentiel. Donc ça veut dire qu'un client ne vient pas parce qu'il a besoin d'un sac ou parce qu'il a besoin d'un portefeuille, mais parce qu'il en a envie. Et le vendeur doit justement détecter cette envie-là et la transformer. C'est aujourd'hui le plus compliqué. Il y a des actions de formation spéciales que vous avez fait sur les vendeurs depuis des années ? Oui, alors depuis 2012, en fait, on a pris toutes les équipes de vente en formation et on a adapté nos modules de formation-vente justement à cette nouvelle donne, en centrant beaucoup plus les formations sur la relation client et non plus sur une vente technique classique. Alors pour vous dire aussi justement ce qui se passe sur NafNaf, parce qu'évidemment c'est un sujet sur lequel qu'on a pu travailler avec Fred, il y a une partie sociale aussi qui est très importante chez NafNaf, parce qu'il y a la volonté de la part des vendeurs qui n'ont pas du tout la vente assistée qu'on peut retrouver chez Le Tanner, on n'est pas sur le même panier, on n'a pas la même capacité de le faire, de travailler plutôt le social. Et donc toute une incitation à ce que les clients se prennent en photo dans les cabines pour pouvoir après derrière le diffuser, c'est quelque chose qui devient un jeu quasiment avec tous les vendeurs de NafNaf, y compris au niveau du staff de NafNaf, qui a tendance à se prendre en photo et à agir directement sur la page Facebook de NafNaf. C'est assez drôle de voir comment il y a en fin de compte non pas un community manager qui travaille sur la marque, mais il y en a une bonne centaine entre toutes les vendeuses qui adorent tellement la marque et qui le vivent tellement que derrière elles ont un taux d'interaction avec chacun des clients qui est dément, et que quand un client peut marquer sur la page NafNaf je cherche un 38, je me demande si taille grand ou si taille petit, il y a volontiers des vendeurs qui vont rajouter derrière dans les commentaires attends, laisse, je vais essayer, on va se prendre en photo, tu vas voir ce que ça donne. Voilà, donc il y a cette interaction qui est très forte, qui ne peut pas aller dans la vente assistée que toi tu peux être de ton côté, mais qui par contre fonctionne très bien chez NafNaf. Il y a une baisse du trafic en ce moment quand même en boutique. Alors c'est pas récent, il y a eu une baisse qui s'est accélérée évidemment en fin d'année dernière et puis qui se prolonge un petit peu en début d'année, mais ça fait
on va dire 3 ans qu'on a des baisses de trafic, alors qui ne sont pas colossales, mais qui sont quand même régulières, entre 0 et moins 5% tous les ans. Donc c'est vrai qu'il faut aussi pallier ces baisses de trafic. Alors on connaît le contexte, hein, évidemment, les gens n'ont plus forcément envie d'aller se mêler à la foule dans les magasins. On sait que le contexte économique est aussi compliqué, surtout sur des marques haut de gamme ou premium comme la nôtre. Donc c'est vrai qu'après, il faut arriver à trouver des palliatifs pour pouvoir justement, pas enrayer la baisse de trafic, mais au moins la compenser. Alors il y a plusieurs solutions. Soit on se dit, j'ai moins de clients qui rentrent dans mon magasin, donc j'essaie de leur vendre plus. Vu le contexte, c'est quand même relativement compliqué. Ou alors on se dit, les clients qui rentrent dans mon magasin, j'essaie de mieux les transformer. Et c'est plutôt ce vers quoi on s'oriente. Alors mieux transformer, on pourrait y passer des heures. Tu peux nous dire le taux de transformation que tu as ou pas à peu près? Alors aujourd'hui, tout dépend des périmètres, mais on va dire que sur les centres commerciaux, on va tourner plutôt autour des 12-13%, et après sur des magasins de centre-ville qui sont plus, on va dire, un achat de destination, on va plutôt être autour de 17-18%. Donc c'est des taux de transformation qui sont en progression, par contre régulière justement depuis 2-3 ans, parce qu'on a beaucoup accès, notamment les actions de formation, mais pas que, vers la transformation. Ça passe aussi évidemment par beaucoup d'autres choses, par le merchandising, par l'offre produit. On a aussi beaucoup plus orienté notre offre produit vers du produit complémentaire, on va dire du consommable. Alors, tout le monde n'achète pas un sac tous les ans, mais tout le monde peut acheter un petit accessoire tous les ans, donc pour augmenter la fréquence d'achat. On va aussi pouvoir travailler sur des produits qui soient plus accessibles, plus entrée de gamme. On voit, alors si je parle de mes concurrents, une marque comme Longchamp qui fait une énorme partie de son chiffre d'affaires avec le pliage. C'est pas forcément le produit le plus cher, le plus qualitatif de sa gamme, mais en tout cas c'est ce qui fait transformer. Voilà. Et nous on est aussi en train de s'orienter vers des nouvelles lignes. Toutes les nouvelles lignes qu'on lance sont plutôt d'un prix accessible, contrairement à par le passé où on était plutôt dans un cadre de montée en gamme. Aujourd'hui, on est plutôt sur de l'access price pour justement pallier la baisse de trafic par de la transformation. D'accord. Alors, je l'ai vu chez NAFNAF, il y a aussi des belles transformations qui ont été effectuées qui ne se font pas sur le produit directement, comme toi, tu as su l'orienter différemment pour augmenter le panier, qui a été fait essentiellement sur la communication. D'ailleurs, il y a toujours un modèle qu'on a tous, c'est celui du modèle de Zara, nouvelle collection grosso modo toutes les 3 semaines, avec de la rupture qui est extrêmement bien gérée pour donner l'appétence au produit et l'envie d'acheter immédiatement. NAFNAF a réussi à trouver quelque chose, une double trouvaille assez forte. La première, c'était de reprendre le cochon. C'était pas simple de reprendre le cochon que seuls les plus de 40 ans à peu près dans la salle connaissent véritablement, dont on fait partie tous les deux. Juste. Tout juste. Bon, oui. Donc cette partie cochon a été reprise adroitement, et c'était pas simple parce que c'est toujours dur de fonctionner sur les vieux mythes qui avaient su créer la marque. Et après, c'était une communication tous les mois. Donc tous les mois, des nouvelles silhouettes mises en avant, à la fois sur les réseaux sociaux, newsletter, site et vitrine, et une coordination à la virgule près entre les trois, pour derrière donner cette sensation que du nouveau produit arrive constamment, ce qui est à peu près le cas sur NAFNAF, parce que c'est à peu près 60% de la collection qui arrive en cours de saison, donc il y a quand même des réactus qui sont assez fortes, mais c'est avant tout au niveau de la communication qu'on a su créer cette appétence, et sachant que quasiment personne est capable de pouvoir créer ce rythme de production et de copiage, on pourrait le dire aussi, bonjour s'il y a des gens de Zara ici, qui arrivent à faire cette belle entité espagnole. Donc NAFNAF a su recréer ce lien et su augmenter le panier, ce qui a permis d'avoir une saison, malgré les attentats et autres événements, très efficace, puisque les chiffres clairement sont là aussi pour cette marque et aussi pour le Tanner. Est-ce que tu peux dire à peu près le pourcentage du chiffre d'affaires sur la période de Noël du web ? Alors, aujourd'hui, le Noël chez nous, qui est par définition un achat cadeau, ça représente, on va dire, à peu près un quart du chiffre d'affaires. Et c'est vrai que sur le site, alors les événements ont fait que aussi, ça a fortement impacté les ventes Internet, puisque comme les gens avaient moins tendance à se déplacer dans les magasins, ils ont beaucoup plus acheté en ligne. Mais on a fait, on va dire, plus que ce qu'on fait en boutique en chiffre d'affaires, enfin en part de chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires global du site au moment de Noël, enfin au moment de décembre. Donc c'est vrai que il y a eu un effet particulier cette année, mais on voit que c'est de plus en plus important, ça pèse de plus en plus lourd. Et on a aussi, alors ça on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais la e-réservation qui a été un énorme succès et qui aussi d'ailleurs permet de transformer en magasin, puisqu'on sait que quand un internaute réserve son produit en ligne, il le transforme à 90% quand il vient en magasin. Donc c'est vrai que ça aide aussi fortement la transformation
transformation en magasin, et ça permet de bénéficier aussi du trafic qu'on a sur le web pour pouvoir le transformer en boutique. Alors, je reprends la e-réservation dans la sémantique qu'on utilise. C'est la capacité d'aller sur le site de Le Tanner, de pouvoir soit acheter en ligne, donc j'achète en ligne de façon assez classique en sortant ma carte bleue et en recevant après mon produit. De l'autre côté, l'e-réservation, je réserve juste mon produit en boutique. La vendeuse ou le vendeur le met de côté, et c'est après uniquement en allant en boutique que le client achète. Et c'est là où tu dis 90% des gens à peu près. C'est vraiment assez impressionnant. C'est-à-dire que nous, on s'attendait, on avait plutôt visé 70-75%. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 90% de transformation. Donc, entre le moment où le client réserve son produit, vient le chercher en magasin, on sait qu'il l'achète à 90%. Et en plus, le gros avantage pour nous, on parlait de vente additionnelle tout à l'heure, de panier moyen, on peut faire de la vente additionnelle beaucoup plus facilement en boutique que ce qu'on pourrait le faire sur le site, même si on a un merchandising en ligne qui fait que la vente additionnelle est possible. Mais rien ne vaut quand même un argumentaire vendeur direct. Donc ça s'auto-alimente, et les canaux discutent entre eux. Il y a une vraie synergie entre le web et puis le offline. Ouais, ce qui fait que sur NafNaf, par exemple, dans la répartition, pour vous donner aussi un ordre d'idée, entre d'un côté le site de vente en ligne et le fait de recevoir chez soi, de l'autre côté le click and collect, et en troisième point les réservations, on est clairement sur un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers des gens vont sur le site pour recevoir le produit chez eux ou en point relais, un tiers pour recevoir en boutique, et un tiers dans ce système de réservation qu'ils utilisent. Et la marketplace, est-ce que c'est un gros mot de se dire je vais vendre sur Zalando, Amazon ou La Redoute, alors, ou autre, ou est-ce qu'au contraire c'est un truc qui est bien? Ça l'a été à une époque, et on se rend compte que de plus en plus ça devient un incontournable. On va le lancer là après les soldes, puisqu'on a travaillé dessus ensemble. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on était plutôt réfractaires en se disant on va pas aller sur des sites un peu mass market, mais finalement on voit que même les belles marques y vont, et voilà, ce sont des sites qui drainent énormément de trafic, énormément de monde, et finalement qui ont une présentation produit qui est de plus en plus qualitative. Alors il faut faire attention, après nous on a beaucoup de canaux, on a le wholesale, on a le retail, il faut qu'il y ait de la cohérence entre les différents canaux, notamment en termes de prix. Donc là on est très regardant là-dessus, mais c'est vrai que la marketplace devient aussi un des gros leviers sur le web. D'accord. Et pour toi la marketplace, tu vas présenter tous tes produits dessus, tu vas présenter... c'est quoi ton choix en fait derrière? Parce qu'on pourrait se dire au contraire, dans un grand magasin, qui est Amazon par excellence, ou Zalando de l'autre côté d'ailleurs aussi, il y a tellement de choix qu'il faut absolument tout présenter. Comment tu fais ton choix derrière sur ça? Je dirais que pour la partie image, présentation de la gamme, le site, le e-shop dont tu t'occupes, est quand même le vecteur numéro 1. Donc on a plutôt vocation à présenter l'intégralité de notre gamme avec tout l'environnement qui va avec sur le e-shop. Mais par contre, en marketplace, de viser avant tout l'efficacité, et donc des produits sur lesquels il n'y a pas besoin forcément d'avoir un environnement de marque ultra détaillé ou ultra qualitatif. Donc on va plutôt focaliser sur nos best, et notamment nous, on a une grosse part de notre business qui se fait en petite maroquinerie, donc qui est vraiment de la fonctionnalité pure. Et là, pour le coup, sur la marketplace, ça fonctionne plutôt bien pour les premières tendances qu'on peut avoir. On est aussi en vente sur Amazon Mode, et on voit que la petite maroquinerie est aussi un gros faiseur en termes de volume sur ce canal-là. Et pour toi, c'est du chiffre d'affaires qui est complémentaire, ou tu le piques au physique, ou tu le piques à tes clients? Alors si j'écoute mes franchisés, puisqu'on a une partie de notre réseau qui est en franchise, ça pique du chiffre d'affaires. En l'occurrence, j'y crois absolument pas. Je pense que c'est vraiment du chiffre d'affaires additionnel si c'est travaillé intelligemment. Ça va, comme tu dis, piquer du chiffre d'affaires si justement on ne respecte pas une certaine cohérence entre les canaux, et si par exemple sur Zalando on vend 30% moins cher que dans nos boutiques. En l'occurrence, on est plutôt regardant là-dessus et très attentif au respect justement de notre cohérence. Et pour le coup, quand il y a le même prix pour le même produit, il n'y a pas de raison que ça vole, on va dire, du chiffre d'affaires au réseau offline. Bien au contraire, ça l'alimente. Et tes franchisés, la e-réservation, c'est un truc qu'ils ont aimé au début, qu'ils ont détesté, qu'ils adorent maintenant, ou tu ne l'as pas mis en place avec eux? Alors on l'a mis en place sur tout le réseau, y compris les franchisés. Alors c'est des affiliés, mais on va dire franchisés. Au départ, il n'y avait pas de crainte parce que finalement ça leur rapporte du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est eux qui encaissent le chiffre d'affaires. À partir du moment où ça rentre dans leur poche,
Je crois que c'est un vrai plus pour eux, ils sont contents. Après, la crainte, c'était plutôt de éventuellement être en rupture de stock et de se dire le produit que je mets en réservation pour l'internaute, ce produit-là, je ne vais pas pouvoir le vendre à d'autres clients qui le voudraient éventuellement. Parce qu'il n'y avait justement pas cette connaissance des résultats, évidemment, puisqu'on ne l'avait pas encore mis en place, qu'on peut avoir avec la e-réservation. Et quand ils se sont rendus compte que finalement, ça transformait quasiment à coup sûr, je parlais de 90%, donc on peut dire à coup sûr, finalement, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et ils savaient qu'un produit réservé était quasi vendu. Donc finalement, ils ont vraiment adopté et on se rend compte qu'on a des taux de réponse et des vitesses de réponse aux demandes de réservation qui sont ultra rapides et souvent plus rapides d'ailleurs chez les franchisés que dans nos succursales. Donc on voit qu'il y a vraiment une appétence pour ce Parce que en fait c'est des super vendeurs. Parce que ce sont des super vendeurs et qui sont accros aux chiffres évidemment et que dès que on leur propose un chiffre entre guillemets facile, il est clair que ils se jettent dessus sans aucun problème. Et c'est quoi la boutique de l'avenir? Alors c'est toujours compliqué de prendre ça parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de technos qui sont testés, le beacon qui a l'air de marcher et puis pas marcher. Est-ce que on est capable de faire des écrans à la Rebecca Minkoff en fin de compte qui vont être capables d'acheter? Il y a plein de technos qui sont en train d'essayer, qui vont peut-être fonctionner ou peut-être pas. En fin de compte, c'est seulement l'expérience qui le dira. Il y a deux expériences que je trouve très intéressantes qui sont celles de Desigual, qui les avait mis en place à Barcelone et dans d'autres villes, que fait Decathlon aussi en ce moment, avec cette boutique dans laquelle il n'y a pas de profondeur, qui permet derrière de mettre en fin de compte un très grand showroom. C'est aussi la même chose du côté de Sephora sur la rue de Rivoli. C'est des projets auxquels vous réfléchissez aussi de votre côté? Alors on y réfléchit, je pense qu'on n'a pas encore abouti complètement dans la réflexion parce qu'on est sur un positionnement qui est quand même particulier, avec une clientèle, une cible de clientèle qui n'est pas forcément la même que les enseignes que tu évoquais. Je pense qu'on va tout doucement vers la digitalisation des points de vente. Alors ça va passer très basiquement par des tablettes on parlait de web to store tout à l'heure, pour plutôt aussi faire du store to web. Il y a des solutions qui sont relativement simples pour pouvoir, si j'ai pas le produit en stock dans mon magasin, le y réserver dans une autre boutique et que le client puisse y aller, ou maintenant lui faire livrer aussi à domicile directement, donc se servir du web comme un outil, mais ne garder le web que encore comme un outil et pas comme une fin en soi. En tout cas, pour l'instant, c'est notre philosophie. Peut-être que ça évoluera dans le futur. Et pour toi, la boutique showroom, c'est une fin en soi? Je crois pas. C'est trop limité, c'est-à-dire de partir sans son produit de la boutique? No way. Pour l'instant, non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour nous. C'est un peu tôt parce que tu as besoin que le consommateur s'essaye sur plein d'autres marques pour se dire ça peut devenir ma nouvelle habitude, ou trop tôt parce qu'en fin de compte, tu n'y crois pas. Parce que la gestion des stocks est quand même en soi très galère. En fait, d'avoir des stocks unifiés, même merchandising sur toutes les boutiques, c'est pas possible. Donc, c'est clair. Donc ce showroom permet de le faire. Ça permet de le faire. Alors après, il faut aussi répondre à une attente du client. Je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute nos clients, c'est pas forcément ce qu'ils attendent réellement. Donc peut-être qu'effectivement, dans le futur, quand notre clientèle évoluera, ce qu'on espère, sinon on va mourir avec elle, on s'attend quand même à ce qu'il y ait aussi une évolution du besoin. On n'en est pas là aujourd'hui, mais pour l'instant, on en est, on va dire, à la digitalisation relativement basique et simple, sachant que dans notre segment, finalement, peu de marques travaillent de cette façon-là. D'accord. Alors j'avais une dernière question, qui est vraiment de la prospective si on doit réfléchir à 3, 4, 5 ans. Il y a en ce moment des ventes qui sont phénoménales dans toutes les sociétés type Tupperware, où c'est encore un des modèles de vente directe qui cartonnent. Il y a des boîtes pas forcément si connues que ça, du moins sur Paris, comme Captain Tortue, qui vend du textile sous le modèle Tupperware aussi et qui cartonnent. Ça fait dans les 70 à 100 millions à peu près. Ça dépend des données, donc c'est une marque qui marche bien alors qu'elle n'a pas un nom qui résonne aussi bien que des sociétés qui ont plus d'un siècle comme toi. C'est sans doute porté par cette vente sociale, parce que maintenant je suis une vendeuse pour faire de la vente directe. Pas très compliqué d'appeler toutes mes copines sur mon Facebook pour créer un événement et pour les inviter à la maison pour aller chez elles. Donc tout est là pour que la vente directe maintenant prenne peut-être une partie derrière du retail, parce que quitte à avoir une très belle expérience, peut-être plus sympa dans son salon en fin de compte que d'aller dans une boutique. Est-ce que tu crois que toi, tu serais prêt en fin de compte dans les années futures à dire tiens, on est capable de créer un réseau de vente directe
avec une marque comme la tienne? Alors vraiment en B2C, donc chez le particulier, je pense pas. Pour l'instant, c'est absolument pas dans notre volonté. Pourquoi ? Parce qu'on a un réseau qui est très dense, on a un site qui fonctionne bien, le client peut se faire livrer chez lui, on est une marque qui est très développée en France, on est chez plus de 300 détaillants multimarques, on a 50 boutiques, on a 80 corners. Donc j'ai envie de dire que le client n'a pas besoin... à part un réel besoin d'avoir quelqu'un qui vient chez lui pour lui vendre un produit. Il y a des marques, effectivement, par contre, qui n'ont pas la chance d'avoir ce type de réseau, Tupperware par exemple, ou des plus petites marques, qui là, pour le coup, ont un vrai levier, parce que effectivement, ce n'est que de la force de vente, et ça ne nécessite pas d'avoir des murs, de payer des loyers, etc., etc. Donc ça peut être une opportunité. Pour une marque telle que la nôtre, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ce schéma-là. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup Olivier. Merci à vous tous. Merci.